par le Cantal, j'imagine qu'on n'a pas le même accès. Ouais, alors là, la continuité de service, c'est pour ceux qui utilisent le téléphone maniable dans une voiture, fait partie des limites que l'on a aujourd'hui. Alors, tant qu'on est sur le domaine du loisir, on va dire qu'on perd de l'information, mais ce n'est pas dramatique. Ce que j'évoquais tout à l'heure sur dès qu'on voudra utiliser la connectivité pour la sécurité, là, on va se retrouver avec des conditions beaucoup plus drastiques. Alors, la sécurité, j'ai évoqué des cas, mais en cas, alors il y a prévention du crash. Il y a aussi, si malgré la prévention, la sécurité active ou différentes choses, il arrive un accident, la prévention des secours, on peut gagner avec quelques minutes de gagner, on sauve des vies. Donc là, vous avez raison, le point sur lequel nous, on est extrêmement sensible ou attaché, c'est la continuité de service et puis la couverture du territoire, puisque la voiture est mobile. Alors, on revient à une question couverture du territoire qui nécessite de déployer des infrastructures. Ce qui dit déployer des infrastructures dit investissement. Je voulais voir avec vous, Olivier Henrat. On est tous d'accord que les réseaux très haut débit dans les zones denses, c'est facile et les opérateurs peuvent le faire. Dans les zones moins denses, les réseaux très haut débit, j'allais dire fixes et mobiles, on fait comment ? Alors, c'est vrai que ce qui est quand même particulier à la France, en matière de déploiement des réseaux très haut débit, c'est la variété de nos territoires. Bon, puisque grosso modo, on a 80% de la population qui est concentrée sur 30% de l'espace. Et c'est évidemment au-delà des 80% de la population que commencent les difficultés. D'où la nécessité effectivement d'utiliser les fréquences basses, d'où la nécessité de recourir pour le dernier pourcent ou pour les 2 derniers pourcents à des solutions comme la mutualisation d'infrastructures entre les différents opérateurs, hein, ce qui effectivement est mis en œuvre dans les centres-bourgs des zones blanches ou une solution satellitaire par exemple. Bon, alors il faut dire aussi que cette préoccupation de couverture intégrale, elle n'est pas nécessairement partagée au même degré par d'autres pays. Par exemple, nos obligations de couverture, 2G, 3G ou 4G, sont probablement les plus contraignantes du monde de ce point de vue-là. Hein. Il y a des pays comme la Suisse, l'Allemagne, où, de mémoire, l'obligation de couverture en 3G doit représenter, enfin, en tout cas, moins de 80% du territoire, et d'autres pays comme les États-Unis ou la Finlande, où l'attribution de certaines fréquences n'est assortie strictement d'aucune espèce d'obligation de couverture. Alors, donc ça c'est pour ce qui concerne le très haut débit mobile, et pour le très haut débit fixe. Alors effectivement, la question qui se pose, c'est celle du modèle économique selon la partie du territoire où on se trouve. Alors là, c'est vrai que c'est mis en place une solution qui est partiellement juridique et partiellement du fait. Hein. Donc grosso modo, on sait que sur les 6 premiers millions de foyers, donc on va dire un cinquième de la population, il existe un modèle économique pour que chacun des opérateurs déploie la fibre sans aucune espèce de difficulté. Et pour ce qui nous concerne, c'est ce que nous ferons. Enfin, en tout cas, en 2017, nous traiterons 80% de cette partie de la population et 90% en 2020. Ensuite, on a encore 2/5 de la population, donc grosso modo 12 millions de foyers, pour lesquels l'initiative privée peut trouver un espace. Et donc, avec Orange, comme vous le savez, nous avons passé en novembre 2011 un accord qui aboutit à répartir d'une part 600 communes du côté de SFR et 2800 communes du côté d'Orange, où chacun des opérateurs développe de façon exclusive son réseau et ensuite, bien entendu, met à disposition ses infrastructures au bénéfice des autres opérateurs. Et puis ensuite, nous avons 2 autres cinquièmes de la population, donc environ 12 millions de foyers, où c'est en définitive l'initiative publique qui va trouver sa place, et où en définitive
probablement la difficulté majeure à lever, c'est celle de la bonne coordination entre l'initiative privée et l'initiative publique, et donc l'émission réciproque des informations permettant à chacun d'effectuer les meilleurs choix. Voilà. Donc c'est probablement cette question de coordination des initiatives privées et des initiatives publiques qui va présenter pour les années qui viennent la principale question à adresser. Maxime Lambardy, je voulais voir jusqu'où peut aller la mutualisation des réseaux fixes et mobiles entre opérateurs pour délivrer le meilleur service possible. Sur le fixe, la mutualisation est un peu la règle déjà pour la partie au moins passive, puisque le cuivre, on est tous en ADSL sur un seul réseau. Sur la fibre, Olivier Henrard le disait, assez vite, on commence à trouver avec des réseaux qui sont déployés aujourd'hui majoritairement par France Télécom et demain également par SFR, un schéma de co-investissement qui nous paraît très positif. C'est là aussi une infrastructure passive. Après, chaque opérateur vient se différencier avec ses équipements actifs sur cette infrastructure. Donc c'est probablement le bon sens pour aller le plus loin possible et le plus vite possible sur la couverture du territoire. Sur les réseaux mobiles, on est dans une situation, nous, un peu différente en étant rentré sur le marché beaucoup plus tard, dans un contexte de relative crainte des antennes. Et là-dessus, il y a un avis récent de l'autorité de concurrence qui donne un peu les lignes directrices. Sur les zones denses, la mutualisation de la partie passive, c'est-à-dire les sites eux-mêmes, les toits terrasses, les pylônes quand il y en a, l'énergie, paraît le bon sens. Et là-dessus, nous avons le sentiment que les collectivités locales ont également un rôle très important à jouer pour essayer, au travers à la fois des chartes et de l'accès au patrimoine public ou des OPHLM, aider à trouver les sites les plus efficaces pour qu'on puisse installer des antennes sur des sites efficaces plutôt que de multiplier les sites pour couvrir une même zone, mais parfois moins efficace. Et ensuite, sur la partie moins dense du territoire, on voit en Europe se développer, et je pense qu'on verra en France également un jour ou l'autre, se développer de la mutualisation de la partie active, donc ce qu'on appelle le RAN sharing, qui permet, dans un contexte économique où la recette dans le monde des télécoms, qui est un quatrième entrant ou pas, parce que la situation française n'est pas très différente de la situation qu'on trouve dans les autres pays d'Europe, où on voit que les prix baissent et que la recette par abonné diminue. C'est un enjeu très important pour les opérateurs de partager les coûts, les dépenses. Donc je pense que c'est une tendance lourde, structurelle, que de partager les réseaux pour la partie passive très naturellement et pour la partie active dans les zones où il y a peut-être moins de trafic, mais une couverture du territoire importante à faire. Merci. Je me tourne vers Michel Azibert parce que l'opérateur satellitaire a déjà son infrastructure, déjà son réseau. Comment est-ce qu'il peut s'immiscer dans ce dialogue entre les collectivités publiques, j'allais dire, et les opérateurs de réseau? Qu'est-ce qu'il peut proposer concrètement aux collectivités? La particularité de l'infrastructure que nous avons, c'est qu'elle existe. Elle existe depuis 2 ans. Et elle est très mutualisée puisqu'elle couvre toute l'Europe. Donc on la mutualise non seulement sur plusieurs types d'utilisation, grand public ou entreprise en France, mais on la mutualise sur si vous avez une datcha dans la banlieue de Moscou ou si vous avez une maison sur une île grecque, vous avez aussi le service. À partir de là, le dialogue avec les collectivités territoriales et avec l'État, c'est pour nous de nous aider à trouver notre place, une place qui est complémentaire, à travers des actions de montée en notoriété, parce que la difficulté principale en fait du service satellitaire, c'est qu'il est mal connu. À partir du moment où il est connu, la plupart du temps, il est bien accepté et bien finalement supporté par les utilisateurs. Donc le gouvernement, dans le cadre du plan France très haut débit, a reconnu la place du satellite en citant le chiffre de 300 000 foyers qui avaient vocation à être aidés pour s'équiper en solutions satellitaires du point de vue des terminaux. Et nous travaillons
travaillons actuellement sur les écoles, sur les mairies, sur l'équipement d'un certain nombre d'infrastructures publiques où il y a un besoin. Pour donner un exemple, en France, 2/3 des écoles n'ont pas accès à Internet au débit au-dessus de 2 mégabits, donc c'est tout à fait anormal. Il y a des pays dans lesquels en fait ce pourcentage est de 0%. Il y a 8000 communes qui n'ont pas, dont la mairie n'a pas accès à l'Internet, tout simplement. Voilà, on va essayer de changer les choses et pour l'instant, il y a une vraie prise de conscience et on se félicite, je dirais, que à la fois les pouvoirs publics et les collectivités territoriales, dans le cadre des schémas d'aménagement, sont en train de prendre conscience de ce rôle complémentaire du satellite. Merci. Pour terminer ce débat, Madame la députée Corinne Erel, on a parlé de coordination entre les pouvoirs publics et les opérateurs privés. C'est un joli mot. Après, c'est le co-investissement, c'est-à-dire aujourd'hui, on est dans une période de vache maigre, à la fois pour les pouvoirs publics et pour les opérateurs. Comment est-ce que vous partagez l'investissement? Est-ce que vous dites c'est un investissement nécessaire, puisque vous avez dit c'est un facteur important et j'allais dire discriminant pour une collectivité locale? Est-ce que vous dites c'est le moment d'investir et on le fera, quitte à supprimer d'autres postes de dépenses? Ou est-ce que vous dites là aujourd'hui on ne peut pas s'en sortir et il va falloir attendre avant d'investir dans le numérique? Oui, enfin, le président de la République l'a rappelé au mois de mai. Dans les investissements stratégiques de la France, le numérique a bien évidemment toute sa part, puisqu'on considère que c'est un enjeu considérable et que c'est un des leviers de croissance dont on dispose. Donc on a ce plan très haut débit avec un objectif fibre et dans l'attente de pouvoir atteindre cet objectif fibre de façon à ce que tout le monde puisse avoir une augmentation des débits, un mix technologique pour certaines zones. Ces 20 milliards d'euros qui seront disponibles sous forme de prêts pour les collectivités. C'est des subventions également pour un certain nombre de projets. Alors, vous savez, il y a à la fois, d'une part, les zones très denses qui, là, sont sur la concurrence totale entre les opérateurs. Ce que l'on appelle après les zones AMI, les appels à manifestation d'intérêt sur lesquels Monsieur Henrard a dit tout à l'heure qu'il y a des engagements à la fois d'Orange, d'SFR, mais je crois de Free également sur certaines zones. Et ensuite, il y a les zones qui sont plus difficilement, qui sont plus rurales et qui sont sur des distances plus grandes, où là, la collectivité, bien évidemment, a toute sa place. Et donc, avec un système de subventionnement, c'est sur ces zones-là que l'État est susceptible d'intervenir sous forme d'octroi de prêts ou sous forme de subventions. Ensuite, on a mis en œuvre ce que l'on appelle la mission très haut débit, qui a été confiée à Antoine Darod, qui a justement pour objectif, c'était un des points que l'on avait souligné lors de la précédente législature, qui était le manque de coordination dans les déploiements, puisqu'il faut bien évidemment que les déploiements sur la France se fassent de manière la plus progressive possible et la plus interconnectable également possible. Il faut qu'il y ait une homogénéisation des réseaux et des initiatives des collectivités. Donc ça, c'est un point également qui est important. Et je terminerai après juste là-dessus, si vous le permettez. Il est bien évident qu'on est bien conscient que pour avoir rédigé un rapport sur l'impact de la régulation, que l'équation peut être difficile, effectivement, pour le secteur des télécoms et pour les opérateurs, mais pas seulement les opérateurs, pour toute la filière, puisqu'il y a des investissements colossaux à effectuer en matière de fibre, en matière également de très haut débit mobile, on l'a vu avec l'acquisition des fréquences, et que ce qui est important, de mon point de vue en tout cas, c'est d'arriver sur ce sujet-là, qui encore une fois est majeur en termes de compétitivité, d'égalité du citoyen et de levier de croissance, de concilier à la fois l'intérêt du consommateur, les capacités d'investissement de l'ensemble des acteurs, des opérateurs, de regarder également en termes d'emploi sur l'ensemble de la filière en amont et en aval, de concilier les objectifs d'aménagement du territoire et d'innovation. Voilà, c'est cet équilibre-là que l'on doit atteindre et qui pour moi est absolument essentiel. Pardon, je voulais insister sur le fait, on a vu, ça c'est vous avez décrit le schéma, le plan, l'idée, l'intérêt général, la stratégie. Moi ce que je voulais savoir c'est est-ce que les élus locaux
ont une certaine appétence pour investir dans le numérique. On l'a vu sur le plan précédent, la majorité précédente avait aussi fait un plan et il restait de l'argent. C'est-à-dire que les élus locaux n'ont pas utilisé toute la possibilité, n'ont pas utilisé l'effet de levier. Est-ce que concrètement, dans votre région ou des députés que vous croisez, les élus locaux, autres que vous qui êtes très attachés à ça, ont bien conscience qu'il faut investir dans le numérique? Pour moi, oui. Si je peux prendre l'exemple, je vais prendre l'exemple de ma région, qui est la région Bretagne. On a un plan qui est très haut débit, qui a pour objectif d'amener le très haut débit et la fibre pour tout le monde en Bretagne à horizon 2030. C'est un investissement de l'ordre de 2 milliards d'euros, avec dès le départ le travail en commun de la région et des 4 départements et des agglomérations et des intercommunalités, parce que on considère que c'est, si vous voulez, aussi important pour nous les investissements dans le numérique que les investissements dans les infrastructures de transport. C'est la même chose. On est sur une stratégie et devant peut-être un mur d'investissement. C'est vrai que c'est colossal, mais encore une fois, on ne peut pas, je pense, mais ça c'est une conviction personnelle que je pense que certains doivent partager aussi, il ne faut pas louper ce virage-là. Et ensuite, bien sûr, ce qui est important, c'est de convaincre et de faire de la pédagogie. Moi, je crois que les élus en sont absolument conscients à l'heure actuelle. Bien évidemment, le nerf de la guerre, c'est le financement. Et que ce plan très haut débit qui a été mis en place par le gouvernement est un point extrêmement important. Il y a l'aspect financement, mais il y a aussi l'aspect organisation, coordination de l'ensemble de ces investissements. Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes. Nous allons donner la parole à la salle s'il y a des questions. Monsieur. Bonjour. Je m'appelle Abdelrazak Rachedi, donc je suis enseignant-chercheur à l'Université de Marne-la-Vallée. Je travaille sur le topic en fait, de l'Internet des choses. Et en fait, on a parlé beaucoup de l'innovation, mais on a peut-être oublié un des acteurs, c'est l'université, donc et la recherche. Donc, pour rebondir justement sur la remarque, il y a pas mal d'efforts déployés donc, dans ce secteur. Quel est le degré d'engagement en fait, de l'industriel que vous êtes, par exemple le cas de Cisco, le cas même de Renault, dans cette synergie justement pour mutualiser les efforts et atteindre un objectif Je peux commencer. Je pense que la question est très très intéressante parce que, alors effectivement, comme je disais tout à l'heure, Internet des objets, il y a Internet, donc c'est les réseaux. Les réseaux, c'est les télécoms, c'est des acteurs comme nous. Donc de ce point de vue-là, nous sommes impliqués, nous investissons massivement en recherche et développement pour adapter les infrastructures à ces problématiques. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que l'Internet des objets nous fait entrer dans un monde où l'innovation ne peut plus être conçue comme avant. C'est-à-dire que ce n'est plus l'Internet pour l'Internet, la technologie pour la technologie, c'est le monde des objets, ce sont les industriels, ce sont les chercheurs du monde réel, du monde physique qui vont donner le là. Tout l'enjeu de l'innovation de demain, c'est de prendre la technologie, l'innovation technologique, de l'insérer dans un processus métier, un processus industriel, un objet du monde d'aujourd'hui, de manière à le transformer. Et là, on peut citer plein d'exemples dans le domaine de la santé, dans le domaine des labos pharmaceutiques, le fait, par exemple, de pouvoir connecter en permanence les patients, notamment dans les maladies chroniques, pouvoir envoyer en permanence de l'information sur l'état des patients, de manière à ajuster les soins en temps réel. Tout ça, c'est un meilleur confort, c'est un meilleur service, c'est des coûts réduits au niveau du système de santé, et c'est une transformation du modèle économique des laboratoires pharmaceutiques qui ne sont plus juste des fabricants, des chercheurs et des fabricants de médicaments, mais des fournisseurs de services. Donc c'est un enjeu complètement différent. La technologie doit être appréhendée par les acteurs industriels qui doivent comprendre, voir comment ils transforment leur processus traditionnel. Sur la question des investissements, qui rejoint un petit peu tout ça. Bien sûr, la question fondamentale, c'est la question de la régulation et comment on fait pour investir de manière à ne pas louper cette vague.
question extrêmement importante, mais c'est aussi la question fondamentale de comment on fait en sorte de bénéficier du retour sur investissement. C'est-à-dire que l'enjeu est autant un enjeu de monétisation de toute la valeur ajoutée que ces ruptures technologiques vont apporter, qu'un enjeu de savoir comment on se répartit le coût et l'investissement. Juste pour vous donner une indication, nous estimons que dans les 10 prochaines années, cette nouvelle vague de l'Internet des choses, de l'Internet des objets, c'est 14 000 milliards de dollars, 14 000 milliards de dollars de profitabilité, de valeur ajoutée incrémentale pour les économies à l'échelle mondiale. 7 fois le PIB de la France. Donc c'est de ça dont on parle. Alors effectivement, on peut passer du temps à voir comment on répartit les 10 milliards, les 20 milliards d'investissements, mais une autre question fondamentale aussi, c'est comment on fait pour bénéficier de cet apport de valeur ajoutée pour les territoires, pour les industriels, pour les opérateurs, etc. Rémi Bastien, si vous pouviez nous dire comment est-ce que vous travaillez avec les universités? Oui, alors accessoirement, donc, je suis directeur d'innovation, mais de la recherche aussi pour Renault. Donc on a, avec la profession automobile, on a voulu s'engager donc dans un nouvel institut qui s'appelle VDECOM, pour véhicules décarbonés et communicants, donc qui regroupe les 2 constructeurs français, mais aussi des équipementiers. Et pour les académiques, donc l'université Versailles-Saint-Quentin-Yvelines, Paris Tech, sur lequel donc on regarde comment préparer les étapes futures, les prochaines ruptures. Alors je peux citer un projet dans lequel ce nouvel institut est partie prenante, qui s'appelle OptiCity. Le leader, c'est le Grand Lyon, mais il y a aussi des villes comme Turin, Göteborg qui sont associées. Donc on voit bien que pour l'automobile, on quitte le terrain de des moteurs, des châssis, pour commencer à regarder comment on peut exploiter cette connectivité avec beaucoup d'aspects qui sont sur les facteurs humains. Quand on veut faire la délégation de conduite, on aura besoin de connectivité, mais encore faut-il connaître l'état de vigilance du conducteur, comment, s'il a délégué une partie de la conduite à la voiture, comment on peut lui rendre la main en toute confiance. Donc oui, la dimension recherche est extrêmement importante et nous amène à élargir beaucoup le type de partenaires avec lesquels nous travaillons. Donc c'est cet institut, la VDECOM, qui se monte, en est, je pense, un des témoins. Merci. Y a-t-il une autre question dans la salle? Pardon, oui, pardon, je ne vous voyais pas derrière la caméra. Je suis gâché, effectivement. Les nouvelles technologies induisent en général des nouvelles vulnérabilités. Je pense que tous les collègues techniciens dans la salle ont déjà imaginé le système qui leur permettrait de se garer en envoyant les autres voitures très loin. Voilà. Donc, ces vulnérabilités, est-ce qu'il est bien prévu de les traiter? Qui va les traiter? Qui va être le gendarme? Et y a-t-il un budget pour équiper ce gendarme? Alors, qui veut répondre à cette question? Gendarme, allez-y. On ne sait pas, on se dit pouvoir public, gendarme. Question facile. Il est vrai que, je disais tout à l'heure que la valeur à l'heure actuelle sur le développement de l'économie numérique se situe sur la donnée. Donc c'est vrai que le fait d'ouvrir les données, il y a les données publiques, il y a les données personnelles où il y a tout un débat à l'heure actuelle sur la nécessité d'avoir une appréhension particulière sur ce domaine-là, mais il y a également l'ensemble des données issues des entreprises. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important, à la fois sur où est-ce qu'on stocke ces données-là, leur localisation, mais également quel usage en est fait derrière. Puisque après, c'est des théories économiques, on peut ne pas les partager pour certains, mais la valeur de plus en plus va se situer à l'extérieur de l'entreprise et plus sur sa façon de se développer. Par exemple, dans une des auditions que l'on avait, on dit par exemple que lorsque un avion
on fait un Paris-San Francisco, il doit développer un teraoctet de données. Et à partir de ces données-là, on peut extrapoler, on peut monter un certain nombre de raisonnements, de démarches sur le passage le plus facile, sur les économies d'énergie, etc. Et à partir de là, cette donnée-là a particulièrement de la valeur. Donc après, il faut faire effectivement attention sur la localisation de ces données-là, qui y a accès. Donc après, on peut rejoindre d'autres problématiques qui sont à l'ordre du jour à l'heure actuelle, sur notamment le stockage et la localisation, et donc sur tout ce qui est autour du cloud, par exemple, où toutes les démarches à l'heure actuelle sont de voir, on l'a fait en France, avec l'importance d'avoir des réseaux à la fois sécurisés pour la localisation, pour le fait, la disponibilité des données et la sécurité de ces données. Évidemment, plus on va aller, alors je pense que mes collègues iront sur ces données-là, mais c'est un point, et vous avez raison de le souligner, que la sécurité des données est aussi un point qui peut être effectivement névralgique, mais après c'est aussi au pouvoir public de mettre en œuvre ce que l'on peut faire de mieux par rapport à cela, tout en faisant attention à ne pas devenir trop, on va dire, inquisiteur. C'est toujours la limite sur ces questions-là. Ce que je peux rajouter juste en écho, c'est effectivement, lorsqu'il y a des ruptures aussi importantes que celle-là, ça crée, il y a des opportunités, il y a des bénéfices considérables, mais ça ouvre le champ des possibles et ça amène aussi des risques et des problèmes qu'il faut résoudre. Toute innovation est comme ça. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut refuser cette innovation, évidemment, mais il faut réfléchir, tout en avançant sur ces nouvelles technologies, il faut réfléchir au cadre réglementaire, il faut réfléchir aux solutions technologiques qui permettent effectivement d'optimiser la sécurité, de protéger les données, mais on peut aussi étendre aux notions de confidentialité, on peut aussi étendre aux notions de responsabilité, parce qu'à partir du moment où vous avez automatisé toute une série de processus industriels de notre vie quotidienne, etc., se pose la question de, à un moment donné, si ça ne marche pas, qui en prend et qui en assume la responsabilité. Donc il faut avancer sur tous ces sujets. Moi, le point essentiel sur lequel je voudrais insister en plus de ce que vous avez dit, c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir forcément toutes les réponses avant d'avancer. Parce que sur ces thèmes-là, c'est en avançant qu'on apprend, et c'est à partir du moment où on s'est lancé qu'on trouvera aussi les bonnes réponses. C'est à partir du moment où on aura l'expérience, où on aura la maîtrise des technologies de cloud, des technologies de mobilité, des technologies d'objets connectés, qu'on pourra aussi en parallèle trouver les solutions technologiques, les pare-feux technologiques de sécurisation des données, mais aussi qu'on pourra faire avancer le cadre législatif sur la confidentialité et la responsabilité. Je pense que c'est un point essentiel d'avoir ce volontarisme de vouloir avancer et régler les problèmes au fur et à mesure qu'ils apparaissent. On ne les connaît pas tous à l'avance non plus, parce qu'on va rentrer dans un monde où le champ de possibles va s'auto-générer par toute cette innovation et par cette ultra-connectivité. Donc il faut accepter d'une certaine manière, avec un minimum de garantie par le gendarme, évidemment, mais il faut accepter quand même de se lancer et d'avancer. Voilà ce que je rajouterai. Juste, si vous me permettez simplement un tout petit commentaire, vous avez bien pensé à la vulnérabilité des données, n'oubliez pas la vulnérabilité du signal radio. Très bien, on va prendre une dernière question, pardon. Oui, merci pour ces exposés. Je suis Michel Braffman de la Réunion aérienne et la Réunion spatiale, assureur de satellites et d'avions. Et donc je suis sensible à la question sur la sécurité, évidemment. Mais je voulais poser une question plutôt par rapport à la question de l'abondance ou peut-être de la pénurie à venir sur les fréquences. Aujourd'hui, nous avons vu qu'il existe déjà quelques tensions sur certaines de ces fréquences. Les participants au panel sont ceux qui sont les plus évidemment demandeurs de fréquences aujourd'hui. Maintenant, il peut y avoir d'autres communautés d'utilisateurs qui vont émerger ou d'autres qui existent qui ne sont pas représentés aujourd'hui. Je pense au transport aérien qui a besoin de fréquences et qui aura peut-être besoin avec les objets connectés, de plus en plus connectés que sont les avions, d'encore plus de fréquences, sans parler des questions de navigation aérienne. Il y a également des communautés d'utilisateurs qui pourront se développer du côté des drones civils,
Et bon, là, nous ne sommes limités que par l'imagination pour d'autres idées d'utilisateurs. Alors ma question est, devant cette abondance de projets, d'innovation, très bonne pour la croissance et l'innovation, est-ce qu'on va réussir à trouver de la place pour tout le monde ?